Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Antoine, Antoine Delaporte, tu es un attentif observateur de la vie politique espagnole depuis de nombreuses années, une quinzaine d'années je pense. Tu as déjà collaboré avec nous par différentes contributions, notamment quelques podcasts, et là, suite aux élections régionales à Madrid, nous renouvelons l'exercice. Alors, le résultat du scrutin régional à Madrid, les résultats sont presque inverses à ceux de Catalogne il y a quelques semaines, même si c'est dans un contexte très différent. Quels enseignements peut-on, dans un premier temps, en tirer? Alors effectivement, là où il y a une grande, l'inverse se joue, c'est que le Parti populaire en Catalogne a quasiment disparu du parlement régional et le Parti socialiste est arrivé en tête. Et là, même si le Parti socialiste ne disparaît pas du parlement régional de Madrid, il termine troisième et le Parti populaire arrive en tête et rate de très peu une majorité absolue dont il disposait déjà entre 1995 et 2015, Madrid étant un fief de la droite, ce qui est un peu une particularité dans les capitales d'Europe occidentale. Les premiers enseignements qu'on peut en tirer, l'avantage c'est que ça fait maintenant presque une semaine que le scrutin a eu lieu et on voit par exemple dans les sondages nationaux ce que moi j'appellerais un effet Ayuso. Ayuso étant la tête de liste de la droite, c'est-à-dire que le Parti populaire redevient premier dans les sondages au niveau national parce qu'il est boosté par cette image, parce que Ciudadanos s'effondre aussi, et ça c'est l'un des enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin, du scrutin catalan, c'est que Ciudadanos, qui a failli devenir en 2019 le parti hégémonique à droite, est aujourd'hui en train de s'éteindre, de disparaître tout simplement. Ce qui s'est passé en Catalogne, ce qui s'est passé récemment en Murcie ou en région de Valence, où une partie des députés de Ciudadanos se sont retirés du parti, certains même pour soutenir le Parti populaire, et puis maintenant les élections à Madrid. Le principal enseignement, il est là, c'est que cette formation un peu centriste qui espérait au début faire un peu le pont, soit à gauche, soit à droite, disparaît, et finalement, on vit un peu ce qui a été vécu dans les années 80, quand un parti centriste existait, qui s'appelait le Centre démocratique et social, et ce parti appuyait parfois les socialistes, parfois les conservateurs, et quand le CDS est parti totalement en soutien des conservateurs, il a fini par disparaître, et c'est exactement ce qui se passe avec Ciudadanos. Ciudadanos a fait un choix à un moment de s'associer principalement au Parti populaire, et donc finalement, dans l'état d'esprit d'un électorat plutôt libéral, classe moyenne, qui avait du mal à soutenir le Parti populaire pour ses histoires de corruption, pour son manque de renouvellement générationnel, eh bien, voter Ciudadanos et se dit qu'aujourd'hui, finalement, voter Ciudadanos, c'est soutenir le Parti populaire, donc autant soutenir directement le Parti populaire dans les urnes. Je pense que le vrai, je ne trouve plus mon mot, la vraie leçon, voilà, c'est ça, merci. La vraie leçon à tirer de ce scrutin, elle est là, elle est sur la disparition de Ciudadanos, c'est la disparition du fantasme d'un espace centriste, libéral, qui existera en Espagne. Cet espace aujourd'hui, à mon sens, n'existe plus. Tout le reste, ce sont surtout des enjeux, des leçons plus régionales qu'on peut en tirer, même s'il y a quand même une analyse qu'on peut faire, c'est que quand le Parti populaire est en dynamique et qu'il est en capacité d'agréger autour de lui une grande partie de l'électorat de droite et de centre-droit, on voit que c'est une machine absolument énorme qui est capable de conquérir près d'un électeur sur deux et de conquérir à lui tout seul, ou presque, la majorité absolue, du moins une très 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 forte majorité relative. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, le Parti populaire tout seul à Madrid compte plus de députés que les trois partis de gauche réunis. Donc il n'y a pas aujourd'hui de majorité alternative, sauf à aller de l'extrême droite à la gauche radicale, ce qui est évidemment improbable. Mais il y a quand même aussi ça, on avait un peu oublié cela, parce que depuis 2015 et l'émergence des partis nouveaux, Podemos à gauche, Ciudadanos à droite, on a vraiment oublié que de 90 jusqu'à 2015, il n'y avait en Espagne de parti de droite que le Parti populaire, et c'est un parti qui du coup concentrait tout l'électorat de droite sur lui, vraiment du centre libéral jusqu'à la droite néo-franquiste. Et donc, c'est vraiment quand le Parti populaire arrive à faire cela, il devient une machine électorale très difficilement. C'est une vraie locomotive et il faut vraiment s'accrocher pour derrière réussir à l'arrêter.
Alors et le Parti populaire, comme tu le dis, qui redevient hégémonique, à droite, alors c'est pas le cas, du PSOE à Madrid, mais est-ce qu'au niveau national, on s'orienterait vers un retour à la dualité, au clivage, PP Parti populaire, PSOE Parti socialiste? On n'y est pas encore, mais effectivement, on sent que le vieux bipartisme, le bipartisme imparfait sur lequel s'est construit le système politique espagnol depuis 1977, a quand même de beaux restes, si on peut dire ça comme ça, et on sent que ce sont des partis qui ne se laissent pas mourir, qui ont vraiment une capacité de survie. Enfin voilà, faut pas oublier 2019, le Parti populaire est presque dépassé par Ciudadanos. 2015, c'était le Parti socialiste qui était presque devancé par Podemos. Et si on fait le bilan aujourd'hui, le principal fondateur de Podemos, Pablo Iglesias, vient de quitter la vie politique. En 2019, c'est le fondateur de Ciudadanos, Alberto Rivera, qui se retirait de la vie politique. C'est-à-dire que les deux personnalités qui ont su faire émerger ces partis, qui ont contesté l'hégémonie du bipartisme, sont aujourd'hui sortis de la vie politique en moins de 10 ans. Alors que le PP, le PSOE continuent de gouverner l'immense majorité des régions et d'être les deux principaux partis du Congrès des députés. Maintenant, si on se fonde sur les enquêtes d'opinion qui sont publiées depuis l'élection, une majorité de droite avec le soutien de Vox, avec le soutien de l'extrême droite, c'est important. Quand on dit droite en Espagne, il faut compter l'extrême droite dedans. Une majorité de droite serait aujourd'hui possible, selon certains sondages, ce qui n'était pas encore le cas il y a un mois ou deux. Mais cette majorité, elle s'appuie sur un parti populaire qui serait donné aux alentours de 30%, avec un parti socialiste qui serait aux alentours de 25-26. On peut se dire que c'est effectivement un bon retour, il y a une bonne base de bipartisme. Maintenant, on est à un bipartisme qui serait aux alentours de, allez, on va dire 55-60%. Si on remonte à l'époque, par exemple, au dernier mandat de José Luis Zapatero, dernière vraie élection où le bipartisme était vraiment fort et équilibré, c'est parti qui concentrait 85% des voix au niveau national. Donc, oui, il est que le bipartisme se reconstruit sur ses bases, mais on est encore loin de revenir à cette dualité, d'autant que Unidas Podemos, la coalition de Podemos et de la gauche unie, vient de changer de chef de file, puisque c'était Pablo Iglesias qui était un peu la tête de cette coalition, et c'est désormais la ministre du Travail, Yolanda Díaz. Et Yolanda Díaz est vraiment, pour le coup, qui est issue du Parti communiste. Parce que le Parti communiste existe encore en Espagne, c'est la force principale de la gauche unie. C'est vraiment des jeux de sigles, etc. Et il faut réussir. C'est des poupées russes. Mais au-delà de ça, Yolanda Díaz a vraiment une popularité très différente. Elle suscite beaucoup moins de rejet, par exemple, que Pablo Iglesias. Et donc, elle peut réarmer Unidas Podemos et lui redonner un peu une assise électorale, ce qui referait poser la question d'une hégémonie du Parti socialiste à gauche. Aujourd'hui, les socialistes ont 4 fois plus de députés qu'Unidas Podemos, avec une candidature de Yolanda Díaz. Est-ce qu'on serait sur les mêmes résultats? C'est pas forcément évident. D'accord, tu parlais là donc tu évoquais, Podemos, Unidas Podemos, et justement en élargissant, quelle analyse fais-tu des mauvais résultats concernant l'ensemble de la gauche, PSOE, Podemos, au niveau régional, mais à chaque fois en élargissant au niveau national? Moi, ce qui m'a vraiment, j'ai suivi la journée électorale au fur et à mesure, et j'ai fait une erreur d'analyse au début, en milieu de journée, en fin de journée, comme un certain nombre d'analystes d'ailleurs. En regardant les taux de participation, j'ai vu une explosion de la participation dans ce qu'on appelle le Cinturón Rojo, c'est-à-dire la ceinture rouge, la banlieue sud de Madrid, alors les districts du sud de la ville, et puis les grandes villes du sud, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Leganés, Alcorcón, etc., qui sont des villes plutôt ouvrières qui ont on les appelle le ceinture rouge, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ce sont des villes qui, depuis 1979, ont connu principalement des mairies socialistes et ont toujours été des fiefs de la gauche. Et donc, voyant cette forte participation, je me suis dit, la droite va gagner, mais il y a peut-être match, parce que de l'autre côté, la participation dans l'ouest de la région, qui est un fief pour le coup de la droite, Las Rosas ou Pozuelo par exemple, la participation était encore plus élevée. Donc bon, ça votait beaucoup au sud et ça votait encore plus à l'ouest. Et en fait, je me suis totalement planté, je le reconnais complètement. C'est la droite qui est arrivée en tête dans cette banlieue rouge, avec des scores. Alors, la gauche, si on fait bloc par bloc gauche-droite,
La gauche reste majoritaire dans certaines communes, mais elle fait des chutes de 7 à 11 points. Et on se retrouve, avant, on pouvait avoir quasiment un 2 tiers à gauche, un tiers de droite, et là, on est quasiment à du 50-50. Et ce qui s'est passé, c'est un peu ce qui a été vécu lors des si on dézoome au niveau européen, c'est comme la chute du mur rouge aux élections générales britanniques de 2019. C'est quand les circonscriptions ouvrières ont basculé chez les conservateurs. Et il y a eu depuis évidemment beaucoup de reportages de la presse qui est un peu allé interroger les gens en mode mais pourquoi la droite a gagné ici dans ces fiefs de la gauche. Et par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui disent bah ouais, en fait, nous, on se sent plutôt de gauche, on est content de ce que fait notre mairie de gauche, on aurait plutôt voté Mas Madrid ou PSOE. Mais voilà, la campagne de la droite nous a beaucoup touchés parce qu'en fait, Isabel Díaz Ayuso, elle a fait une campagne, le thème était complètement fou, on s'en serait cru dans les années 30, c'était communisme ou liberté. Effectivement, ça fait beaucoup trop, ça fait très manichéen, mais c'est comme ça qu'elle a fonctionné. Le communisme, c'était en fait c'était Pablo Iglesias, et donc elle a mobilisé son propre électorat de droite sur l'image de Pablo Iglesias, qui est un repoussoir très très fort. Et de l'autre côté, l'idée de la liberté. Je vais reprendre l'analyse qu'a faite Pedro Castro, qui a été maire de Retafe, donc l'un des grands fiefs de la gauche il a été maire pendant plus de 20 ans. Et il a dit on a troqué l'éducation et la santé publique pour pouvoir boire une bière en terrasse. Et en fait, vraiment, si je veux simplifier, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que Ayuso, elle a refusé de fermer les bars, elle a refusé de confiner, elle s'est opposée à Sanchez sur ses volontés de mettre en place un état d'urgence, de confiner, de fermer les bars, de fermer les restaurants. Et quelque part, ça a fonctionné de deux manières. D'une part, parce que ça a maintenu une vie sociale auquel les gens sont très attachés, et d'autre part, ça a maintenu de l'emploi. La région de Madrid n'a accordé aucune aide au secteur de l'hôtellerie-restauration, rien du tout. Donc c'était, si vous fermez, mais vous n'aurez pas d'aide. Donc les bars sont restés ouverts. Or, dans les bars, on fait bosser des jeunes, on fait bosser des étudiants, c'est des petits boulots, mais ça paye toujours mieux que le chômage partiel qui, en Espagne, est extrêmement mal géré. Il y a des gens qui attendent encore leur chômage partiel au bout d'un an. Donc on est vraiment sur des gros problèmes de gestion. Et c'est vraiment ça qui explique, c'est pour ça aussi qu'il faut voir ça comme une victoire importante, mais malgré tout locale. On est vraiment, la droite a capitalisé sur ce que certains analystes appellent la fatigue pandémique, c'est-à-dire il y en a marre qu'on nous parle de fermeture, de restrictions, de morts, tout simplement. Voilà, le discours est très anxiogène quand on parle de la pandémie, c'est tout à fait normal. Mais ça veut dire que derrière, quand un politique arrive avec finalement quelque chose d'autre, quelque chose de plus sympa, de plus joyeux, de plus ouvert, les électeurs s'y sont engouffrés. Et donc, c'est comme ça que le mauvais résultat de la gauche madrilène s'explique. Mais par exemple, si quand tu proposes de dézoomer, il y a eu entre les élections et aujourd'hui 2 sondages dans 2 autres régions, la région de Valence et la Navarre. Et dans ces 2 régions, les socialistes sont en dynamique parce qu'ils ont très bien géré l'épidémie. Et par exemple, aujourd'hui, à Valence, c'est la région qui a le plus faible taux d'incidence. Pourtant, aujourd'hui, les bars sont aussi ouverts, les hôtels sont ouverts. On peut se promener à Valence, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a des restrictions sanitaires, mais dans l'ensemble, la vie sociale s'est réveillée. Et donc là, les socialistes sont vraiment plutôt, pour le coup, dans une dynamique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec cette élection. La droite, le Parti populaire, bien évidemment, joue sur le côté, ça y est, c'est la remontada, c'est le début de la fin pour Sanchez, c'est la débandade. Mais en réalité, ça reste quand même quelque chose de relativement local. Madrid n'est pas tout à fait l'Espagne. Madrid n'est pas tout à fait l'Espagne. Ne jamais oublier que, par exemple, quand Zapatero gagne en 2004 et en 2008 les élections générales, dans la circonscription de Madrid, il perd. Il perd à chaque fois. Mais pourtant, il dégage une majorité au Parlement. Donc, il faut quand même ne pas nier la puissance psychologique de cette victoire, mais dans l'analyse électorale, ne jamais oublier qu'elle reste quand même propre à la région de Madrid, que la victoire de la droite dans ce bastion sud, elle est quand même, c'est pas la première. Il y en avait déjà une en 2011 à l'époque de la crise économique où les socialistes étaient au pouvoir et donc avaient subi un vote sanction. Donc c'est pas non plus une fatalité que les classes populaires du sud de Madrid votent à droite. Par contre, si ça devait devenir un mouvement de fond, là effectivement les prochaines élections régionales qui ont lieu en 2023, parce que normalement les élections ont lieu tous les 4 ans,
il y a eu une dissolution ici, mais l'Assemblée élue ne fait que finir le mandat de l'Assemblée précédente. Donc les prochaines élections sont dans 2 ans. Euh, dans 2 ans, on peut espérer qu'il n'y aura plus de pandémie, qu'on sera parti sur autre chose. Le pays aura profité des fonds européens, il y aura eu des réformes structurelles. Comment ça va peser ou pas sur le mouvement de l'électorat? Comment Isabelle Díaz Ayuso, ayant désormais les pleins pouvoirs pour gouverner, enfin les mains beaucoup plus libres, comment le fait qu'elle se retrouve aujourd'hui vraiment comptable de son bilan, alors qu'aujourd'hui, actuellement, elle a passé 2 ans à ne quasiment pas gouverner. Elle dépendait trop de Vox pour gouverner et de Ciudadanos de l'autre côté. Elle avait ces deux pôles qui s'opposaient l'un l'autre. Il n'y a eu en 2 ans que 2 lois de voter à l'Assemblée de Madrid. Donc il n'y a quasiment pas de bilan à défendre. Dans 2 ans, ce ne sera pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'elle perdra, moi je ne pense pas, mais ça ne veut pas dire que les dynamiques électorales seront les mêmes dans 2 ans. D'accord, merci. Oui, tu as raison d'insister sur quand même revenir à la dimension régionale de l'élection et de ne pas faire des projections nationales. Mais ceci dit, dernière question, mais qui sera un peu trois sous-questions, c'est d'abord les conséquences du scrutin régional madrilène sur le gouvernement d'Union PSOE-Podemos notamment. Ensuite, quel est le calendrier électoral en Espagne là, dans les 2-3 ans? Enfin, élection régionale à Madrid à nouveau dans 2 ans, mais le calendrier électoral et faire un peu de politique fiction. Comment tu vois les choses évoluer dans le rapport de force gauche-droite et notamment en vue des prochaines législatives là, générales qui sont 2022? Non, 23 aussi. 23 Justement, aussi. alors sur l'union de la gauche, si on prend les premiers mouvements politiques qui ont eu lieu depuis le 4 mai, ça devrait cimenter cette union de la gauche, parce que personne au gouvernement national n'a intérêt à aller aux élections maintenant ou dans les 6 mois, ou en gros tant que la reprise économique n'est pas là, que la pandémie n'est pas derrière nous, personne au gouvernement à Madrid n'a intérêt à partir aux élections. Donc, ça va cimenter le gouvernement. La numéro 4 du gouvernement, Yolanda Díaz, a même tenu un discours où elle a dit on s'est mis d'accord avec Sanchez, on repart à zéro. On repart, en fait, c'est comme si le mandat commençait aujourd'hui. Parce que, en fait, ils sont arrivés au pouvoir en janvier 2020. Ce qui veut dire qu'en gros, ils ont eu 2 mois pour apprendre à travailler ensemble. Il n'y a pas eu de coalition en Espagne depuis 80 ans dans un gouvernement national. Donc il fallait quand même apprendre à travailler ensemble. Et à peine ils avaient commencé à mettre bien les bouts ensemble que la pandémie est arrivée. Pandémie, élection en Catalogne, élection à Madrid. Donc il y a eu un peu beaucoup de chamboulements depuis un an qui font que ce gouvernement n'a pas pu trop se stabiliser. Or, il a des défis énormes devant lui, une réforme des retraites à mener, une réforme du droit du travail à mener, le défi indépendantiste catalan qui est toujours bien présent. Donc il y a eu, alors, sachant qu'il y a quand même déjà eu un premier pas gigantesque, c'est qu'un budget a été voté. Et c'était le premier budget voté depuis mi-2018. Donc ça veut dire que les choses avancent. Et en fait, en Espagne, si à la fin de l'année, on ne vote pas de budget, le budget est prorogé jusqu'à ce qu'un budget soit voté. Ce qui fait qu'on peut proroger un budget 2 ans, 3 ans, 4 ans, aussi longtemps que l'on veut. Et la seule limite, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qui est prévu. Or, le budget pour 2021, c'est un budget qui intégrait par avance les fonds d'aide de l'Union européenne. Donc le taux, la capacité de dépense est très élevée. Donc si jamais pendant les 3 ans qui viennent, il n'y a pas de budget, c'est pas grave, il y a un budget qui se proroge et il y aura des sous pour, pour dépenser. Ça, c'est pas, donc, et tant qu'on a un budget, quelque part, on peut gouverner, même sans en faire voter un nouveau. Donc sur l'union de la gauche, ça va la cimenter, ça va la raffermir. Et on le sent déjà, effectivement, on voit que la tension entre les deux partenaires est beaucoup redescendue. Juste après le vote du budget, jusqu'aux élections madrilènes, il y avait des tensions permanentes. Et en plus, Pablo Iglesias avait une technique qui était de, pour obtenir gain de cause, il mettait les désaccords sur la place publique. Ce qui, en fait, générait évidemment beaucoup de friction avec son partenaire, parce que les socialistes qui ont une vieille culture de gouvernement, les socialistes ont un vieux parti, on lave son linge sale en famille chez les socialistes, on s'engueule autour de la table, et puis ensuite, on va dire c'est bon, on s'est mis d'accord. Et là, Pablo Iglesias avait tendance à être à la fois l'opposant et le numéro 3 du gouvernement. Donc il y avait vraiment... on était dans une période de tension. Les élections à Madrid ont fait redescendre la tension, et je pense que ça va continuer comme ça au moins pendant un temps, jusqu'à effectivement au moins la réforme des retraites, parce que la réforme du droit du travail, elle est menée par Yolanda Díaz. Donc
même si elle devra composer, on peut penser qu'elle aura quand même en plus, elle est très attachée au dialogue social. Elle a obtenu quand même, depuis le début de la pandémie, 6 accords nationaux interprofessionnels sur le chômage partiel. Donc ça veut dire que on n'est pas dans, enfin, il y a vraiment une volonté de faire vivre le dialogue social, et ça devrait donc se poursuivre. Sur le calendrier électoral, sauf surprise, on est normalement tranquille jusqu'à fin 2022 en Espagne, puisque fin 2022 auront lieu les élections régionales en Andalousie. Alors là, ce sera aussi un très gros morceau, puisque c'est la droite qui gouverne l'Andalousie, coalition Parti populaire Ciudadanos avec le soutien sans participation de Vox. Et l'Andalousie, ça a été un fief du Parti socialiste depuis la fin du franquisme, en fait. C'est la première fois que les socialistes ne gouvernent pas l'Andalousie. Les socialistes sont là actuellement dans un processus de primaire interne pour se choisir un chef de file, parce qu'il y a quand même une petite crainte que le Parti populaire se dise bah, vu le bon score qu'on a fait à Madrid, on pourrait engager des élections anticipées en Andalousie maintenant. C'est un parlement classique, hein, le président peut dire demain je dissous le parlement andalou et on retourne aux urnes. Il n'en a pas intérêt aujourd'hui, parce que Ciudadanos s'effondrerait et il n'est pas certain que l'alliance Vox-Parti populaire soit majoritaire. Donc c'est pas sûr qu'il y ait des élections en Andalousie. Donc fin 2022 Andalousie, et ensuite 2023, 2023 élections régionales dans la quasi-totalité des régions, donc toutes les régions sauf la Galice, le Pays Basque, la Catalogne et l'Andalousie. Donc les 13 autres régions retournent aux urnes, élections municipales concomitantes. Et ensuite, on arrivera fin 2023, normalement au mois de novembre, aux élections législatives et sénatoriales, où Pedro Sanchez remettra son mandat en jeu. Donc, comment ça va se passer, ça c'est... Le problème, c'est que le pays est aujourd'hui vraiment très enfermé dans la question pandémique. Donc, c'est un pays qui a énormément souffert hein, de la pandémie. L'Espagne, on est à plus de 70 000 morts officiels, et il est établi que les chiffres officiels ne sont pas suffisants, avec notamment, enfin pas suffisants, ne sont pas les bons, dans le sens où il y a un manque dans les statistiques, et puis comment dire, notamment dans les EHPAD, il y a eu une tragédie dans les EHPAD. C'était vraiment vraiment une tragédie nationale, et avec une opposition de droite qui a été indigne. Enfin, j'encourage tout Français qui trouve que nos oppositions sont très dures avec le gouvernement, et c'est le cas, à aller voir en Espagne. Je veux dire, on a en Espagne le chef de l'opposition qui monte à la tribune du Parlement et qui dit au chef du gouvernement « Vous avez tué 70 000 personnes ». Enfin, on en est quand même à un niveau un peu de violence verbale qui est très particulier, qui est un peu aussi un peu unique dans les démocraties occidentales, où la capacité de tisser des grands accords est quand même très très ténue, très très ténue. Les deux, évidemment, le Parti socialiste et le Parti populaire disent chacun oui, on va discuter, on va créer des grands accords, on va faire des pactes d'État, etc. Et en fait, ça n'accouche jamais de rien, parce que tout le monde est d'accord pour proposer et personne n'est jamais d'accord pour signer. Donc dans les mois à venir, il y aura évidemment une opposition qui va être très virulente, ce qui complique la situation du gouvernement, parce qu'il y a un certain nombre d'organes constitutionnels, le Conseil de la magistrature, le Tribunal constitutionnel, le Défenseur des droits, qui sont aujourd'hui en attente d'être renouvelés. Le Défenseur des droits, ça fait 4 ans quand même qu'il attend que son mandat est terminé. Il a un mandat de 5 ans, et là, ça fait 4 ans que le mandat est terminé. Et donc, c'est le numéro 2 de la structure qui gère par intérim. Or, il faut une majorité qualifiée à chaque fois, les 2/3 ou les 3/5. Donc, sans le Parti populaire, on ne peut pas avancer là-dessus. Et ça fait que, par exemple, on a un Conseil de la magistrature qui est dominé par la droite de la magistrature aujourd'hui. Parce que tout est très politisé en plus en Espagne. Et comme le Parti populaire vient de faire un très bon score à Madrid, on sait évidemment que Pablo Casado va jouer sur ce succès, il le fait déjà, et va durcir sa position sur les négociations pour le renouvellement de ces organes. Alors, d'un point de vue politique, ça peut paraître un peu lointain, mais voilà, quand on a une justice qui est très politisée, quand on a un tribunal constitutionnel qui va devoir se prononcer sur, par exemple, la loi sur l'euthanasie, qui va devoir se remettre en marche sur l'indépendantisme catalan, parce que les indépendantistes catalans sont en train d'essayer de former un gouvernement, on se rend compte qu'il est nécessaire d'avoir des organes qui sont un peu à jour, finalement, de la composition politique du Parlement actuel.
et non pas qui représente un Parlement qui a été élu en 2015 ou en 2011. Donc on est vraiment aujourd'hui dans cette situation compliquée. On sent bien que la tension ne va pas du tout redescendre, et les partis qui cherchent un peu la modération, par exemple prendre Ciudadanos, qui est revenu une position plus centriste. On a vu ce que ça a donné à Madrid, ça a donné 3,5% des voix et une disparition de la scène politique, comme ce que ça a donné en Catalogne, où le parti est passé de 25 à 6%. Voilà, donc c'est des partis. La modération n'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne sur la scène politique espagnole. Donc voilà, moi je pense ce que ça va donner dans les prochains mois. Après, une fois le plan de résilience, de relance validé par l'Union européenne, une fois les fonds européens arrivés, il y a énormément de projets en termes d'infrastructures, etc. Donc ça va aussi relancer la machine et amener le focus sur des sujets peut-être moins conflictuels. Mais clairement, aujourd'hui, la tension est là et elle ne redescend pas. Écoute, Antoine, merci beaucoup pour cette riche analyse et ce tour d'horizon complet. Faut encore merci, je pense qu'on aura l'occasion de réitérer l'exercice. Avec plaisir. À bientôt, Merci merci. beaucoup. Merci. Fondation Jean Jaurès, Penser pour agir.